Bonsoir à toutes et à tous. C'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir ce soir en terre Carolo pour une rentrée inédite. En effet, c'est la première fois de leur histoire que l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Mons délocalisent cette prestigieuse cérémonie. C'est aussi la première fois qu'ils décident d'ouvrir ensemble une année académique. Un geste fort dont vous allez sans nul doute mesurer la portée symbolique tout au long de cette soirée. Une soirée qui débute maintenant et selon la tradition avec l'arrivée des cortèges. Alors je vous invite, s'il vous plaît, à bien vouloir vous lever, à vous tourner légèrement vers l'arrière de la salle et je vous demande d'accueillir comme il se doit et pour la première fois ensemble les cortèges de l'Université libre de Bruxelles et de l'Université de Mons. Blackened cities rumble, strangers stroll and lovers stumble. Golden keys, golden Merci, je vous prie de bien vouloir vous réinstaller. Les deux cortèges sont entrés, peut-être que certains d'entre vous l'ont reconnu, sur un morceau d'une artiste Carolo aussi, Mélanie de Biasio. C'est un morceau en fait qu'elle dédie aux villes post-industrielles et elle cite Manchester, Détroit, elle cite Charleroi, bien sûr, et elle dit ceci: ce sont des villes
où on redécouvre aujourd'hui un espoir inattendu. Voilà donc un morceau particulièrement bien choisi. Alors dans quelques instants, j'aurai le plaisir d'inviter sur scène Madame la rectrice de l'Université libre de Bruxelles et Monsieur le recteur de l'Université de Mons pour un moment symbolique, je vous le disais en commençant cette soirée, et un moment qui me laisse à penser que finalement à Charleroi, peut-être que tout est possible. Et figurez-vous que je me suis même laissé dire qu'à Charleroi, on oserait demander à quelqu'un ou à quelqu'une née dans une cité HLM de Marcinelle de présenter cette prestigieuse cérémonie. Quand je vous disais que tout était possible, oui, elle pourrait le faire. Elle pourrait le faire devant des sommités intellectuelles, devant des hommes et des femmes politiques, devant des étudiants parmi les plus doués de ce pays. Alors, vous l'avez compris, je suis Carolo, je suis née ici, je suis partie à la capitale pour étudier, et puis aujourd'hui, je suis revenue à la ville basse, là où je travaille dans les bureaux de la RTBF. Et comme tout est possible à Charleroi, je vais oser une petite parenthèse personnelle. En fait, ce soir, j'aurais aimé avoir une pensée pour mes grands-parents. Ils venaient de Hongrie, d'Algérie. Ils se sont retrouvés ici à Charleroi parce que probablement qu'eux aussi, ils pensaient qu'ici tout était possible. Et peut-être que leur petite fille un jour pourrait faire l'université. Le Graal, pour eux en tout cas, un véritable ascenseur social pour s'offrir un avenir meilleur que le leur. J'ai une petite pensée pour eux. Je me demande ce qu'ils diraient ce soir. Alors, je vous mentirais en vous disant que de Marcinelle à l'université, mon parcours a toujours été des plus simples. Bien sûr, j'ai dû rattraper certains retards, bien sûr. Parfois, j'ai dû dévorer plus de livres que d'autres. J'ai dû aussi exploser bien des clichés. Ça, malheureusement, il faut encore le faire. Mais ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir, c'est qu'en fait, ce parcours, il a été possible. Et en fait, il devrait toujours être possible. D'où que l'on vienne. Même de Marcinelle. Voilà, maintenant c'est un plaisir d'appeler sur scène Madame Anne Michos, Madame la rectrice de l'Université libre de Bruxelles. Je vous demande de bien vouloir l'accueillir. Le micro est à vous pour votre discours de rentrée. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs les ministres et les parlementaires, Madame la Présidente de la Cour d'appel de Bruxelles, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les bourgmestres échevines et échevins, cher Paul, cher Philippe, Mesdames et Messieurs les rectrices et recteurs, Mesdames et Messieurs les présidentes, présidents, directrices, directeurs, Mesdames et Messieurs les vice-recteurs et vice-rectrices, chère équipe, Monsieur le Président, cher Pierre, Madame la Directrice Générale, chère Isabelle, Monsieur l'Administrateur, cher Philippe, Madame la Secrétaire de l'Université, chère Monique, Mesdames et Messieurs les doyens et doyennes, chers et chers collègues, chers et chers étudiants et étudiantes, chers et chers amis et amies. La propagande est à la démocratie ce que la violence est à un État totalitaire. Cette citation de l'intellectuel libertaire Noam Chomsky, cette citation brève et forte, constitue l'exergue à la préface d'un livre réédité par le philosophe québécois Normand Baillargeon. C'est auteur d'un livre très utile en ces moments où la raison souvent chavire, Petit cours d'autodéfense intellectuelle. Je vous le conseille. Il met donc cette citation de Chomsky, « La propagande est à la démocratie ce que la violence est à un État totalitaire », en exergue de sa préface à la réédition d'un ouvrage qui a fait date en son temps. Il s'intitule « Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie ». Il s'agit d'un petit bréviaire écrit en 1928 par Edward Bernays, le neveu américain de Sigmund Freud.
Bernays s'évertue à y montrer avec cynisme que le pouvoir sera entre les mains de ceux qui parviendront à influencer les masses en usant de la manipulation mentale. Bernays est à ce point cynique qu'il mêle dans un même bain de marketing deux faces intrinsèquement liées du capitalisme, la propagande politique et la propagande commerciale. La propagande politique visera à faire élire un chef d'État en bernant les électeurs. Elle servira, le cas échéant, à abattre des régimes considérés comme trop subversifs, notamment en Amérique latine. Nous venons de commémorer les 50 ans de la mort d'Allende. Elle visera ensuite, bien sûr, à rendre évanescente l'illégalité fondamentale de cette forfaiture. Mais la propagande, ce sera autant la manipulation politique que l'incitation au consumérisme. Comment imposer une nouvelle marque? Ou comment amener les femmes, qui pourtant y étaient culturellement réticentes, à fumer? Tout cela relève des mêmes mécanismes de manipulation que Bernays résume en une formule, la fabrique du consentement. Cette formule a été inventée il y a près d'un siècle. À vrai dire, rien n'a vraiment changé entre 1928 et aujourd'hui. Pourquoi, me direz-vous, évoquer tout cela aujourd'hui, ici, à Charleroi? Parce que la démocratie va mal, parce que la démocratie vacille en ces moments difficiles que nous vivons. Son assaut prend des formes multiples, la manipulation et la subversion par les algorithmes des réseaux sociaux, la mobilisation des émotions les plus négatives des gens fragilisés par les angoisses sociales et l'anxiété climatique, la défiance envers les institutions politiques, sociales, culturelles et scientifiques aussi, le triomphe de la déraison jusqu'à l'excès, jusqu'au sacrifice de la raison parfois. Je filerai la métaphore sur le même mode que Chomsky. L'université est à la démocratie ce que le canari est au mineur. Quand le mineur est en danger, le canari lance une alerte. Quand la démocratie est en danger, c'est l'université qui doit alerter. Si la démocratie s'effondre, l'université telle que nous la voulons disparaît. Elle ne devient au mieux qu'un instrument aux mains d'une dictature, au pire, elle disparaît. Et je devrais sans aucun doute inverser les termes, car il vaut mieux dans ces conditions qu'elle disparaisse. Mais nous avons un avantage sur le canari. Nous pouvons faire bien plus que chanter. Nous pouvons nous mobiliser pour mettre notre recherche, notre enseignement, notre enthousiasme, notre jeunesse et notre esprit critique au service de la démocratie. Voilà ce que nous avons en commun, l'Université de Bruxelles et l'Université de Mons, et que nous célébrons ici à Charleroi aujourd'hui. Un attachement viscéral à la démocratie et à la justice sociale. La conviction que la raison jamais ne peut céder un pouce face aux dogmes, aux passions, aux intérêts, et que jamais, jamais elle ne doit se soumettre. Ce patrimoine commun de valeurs et d'engagement, nous entendons le décliner ici aussi à Charleroi, sur le campus que nous développons avec nos partenaires grâce au soutien de la ville, de la province, de la région et de l'Union européenne, ce campus majestueux et magnifiquement rénové sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui. D'abord, cultiver l'esprit démocratique et civique dans une région qui demeure jusqu'ici une des seules d'Europe à ne pas subir l'inquiétante montée en puissance de l'extrême droite. Ensuite, outiller la jeunesse locale pour lui donner les moyens de s'émanciper individuellement. Et enfin, par la suite, participer collectivement au renouveau d'un territoire que la désindustrialisation avait laissé en déshérence. Pour ce faire, je peux compter à la fois sur la solide ambition de nos deux universités que sur les liens profonds qui nous unissent. Ces liens tissés par nos prédécesseurs, par mes prédécesseurs, et je les remercie avec émotion pour leur vision et leur présence aujourd'hui. Ces liens historiques sont symbolisés aussi par la proximité que nous entretenons, le recteur Philippe Dubois et moi-même, peut-être de manière anecdotique. Nous sommes nés la même année, dans la même maternité, tous les deux dans cette ville de Charleroi qui nous tient tellement à cœur et où nous avons grandi. Nous y avons laissé une part de notre âme avant de nous envoler vers d'autres horizons, en conservant un attachement profond au pays noir.
Célébrer cette rentrée académique ici à Charleroi aujourd'hui est donc à la fois un moment symbolique très fort pour nous deux. En même temps, c'est le point d'orgue majeur de la collaboration de nos universités pour bâtir un pôle d'enseignement et de recherche solide et ambitieux au cœur de la ville haute. Chers amis, il n'est jamais arrivé que l'Université libre de Bruxelles célèbre sa rentrée académique ailleurs qu'à Bruxelles, son ancrage historique et fondateur. C'est dire si notre présence à Charleroi aujourd'hui constitue un symbole fort de notre ambition wallonne, mais en réalité, nous ne sommes pas sortis de notre université. Nous sommes à la maison ici à Charleroi, sur ce campus, et nous sommes ici pour montrer que nos deux universités entendent poursuivre et développer le projet de diffuser nos valeurs et notre engagement académique. Et nous sommes là pour que, comme à Bruxelles et à Mons, l'enseignement supérieur soit à Charleroi un solide levier de développement social et économique, ainsi qu'un puissant vecteur d'ascension sociale, là où le déficit de diplôme du supérieur est criant. C'est donc un triple message que je voudrais vous livrer, mes chers amis. À notre communauté universitaire d'abord, pour vous dire que nous sommes définitivement et fièrement à la fois bruxellois et wallons. À la ville de Charleroi ensuite, à ses autorités et à ses acteurs locaux pour vous dire que nous sommes là pour contribuer à fortifier et stimuler cette région, participer à sa formation, à sa recherche et développement et à sa prospérité. À tous les entrepreneurs locaux, enfin, pour vous dire que nous sommes un partenaire ambitieux dans le déploiement d'une recherche de pointe et de ses implications industrielles que vous connaissez déjà au Bioparc, où notre progression a été spectaculaire en 25 ans. J'évoquais cette singularité wallonne, seule entité politique d'Europe à ne pas connaître de parti d'extrême droite. Mais ne chantons pas victoire. Écoutons le canari. Car cette exception n'est pas pérenne. Nous n'avons pas la potion magique et nous ne sommes pas irréductibles. Les manifestations récentes contre l'Evras ont été violentes ici à Charleroi et à Liège. Des écoles ont été attaquées par ces mouvements qui refusent la mise en place d'un programme d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Nos universités aussi font face à l'infiltration de mouvements effrayants, comme ce mouvement qui ose s'appeler « Chez nous ». Ces mouvements rassemblent aujourd'hui les ferments sur lesquels se développe la pourriture de l'extrême droite, l'intégrisme religieux, le complotisme, le conservatisme d'ultra-droite. Cher Philippe, j'aurais aimé conclure ce discours de rentrée en t'invitant en wallon à chanter la petite gaïole. Nous pouvons rire, bien sûr, et nous amuser certainement, mais nous devons surtout retrousser nos manches, redoubler nos efforts et faire front. C'est surtout pour cela que nous sommes ici, toi et moi, l'ULB et l'UMONS, des Bruxellois et des Wallons. Nous sommes des démocrates convaincus et résolus. Je vous remercie. Merci, Madame la rectrice. Je vais demander maintenant à Monsieur Philippe Dubois, recteur de l'Université de Mons, de bien vouloir nous rejoindre parce que c'est le moment d'échanger les médailles des universités. Et ensuite, le micro sera à vous pour votre discours de rentrée. Merci Annemie. Nous ne savons pas la chance qui est la nôtre de vivre dans un pays comme la Belgique où la démocratie prime avant toute autre chose. Tes mots sont d'une profondeur immense et il importe que chacun soit conscient de cette chance. Quel plaisir et quelle émotion pour moi de te succéder, Annemie, à notre cérémonie de rentrée commune. Mesdames
messieurs, j'ai bien envie de bousculer un peu les habitudes protocolaires. Si vous me le permettez, je débuterai mon discours par une formule de politesse un peu moins formelle que de coutume. Chers amis Carolo, chers amis et fidèles partenaires bruxellois, chers amis montois, je pense en effet qu'on peut sans mal se permettre cette petite entorse avec l'étiquette, car après tout, nous sommes ici entre amis, entre partenaires de longue date, pour célébrer un moment historique pour la ville de Charleroi, sa population, sa jeunesse, mais aussi nos deux institutions. C'est donc bien la première fois que deux universités délaissent leurs habitudes et s'associent pour marquer ici à Charleroi communément le début d'une année académique. C'est symbolique et historique, à plus d'un titre. Nous avons voulu marquer le coup, comme on dit, montrer à nos communautés internes respectives, mais aussi en dehors, que ce n'est pas une lubie. Annemie et moi tenions à ce symbole fort qui témoigne de notre réel attachement et de notre solide investissement pour notre région. On ne pourra décemment pas nous taxer ou nous soupçonner d'opportunisme. Cet attachement est désormais bien réel et concret. L'inauguration des installations du campus U-Charleroi en témoigne et nombreux sont celles et ceux parmi vous qui étaient déjà là le vendredi 8 septembre pour l'inauguration de ce même bâtiment. Pour l'UMONS, cet attachement Carolo est historique, puisque notre arrivée en terre Carolo remonte même en 1978, un temps où notre bourgmestre actuel était encore en culotte courte et moi, je venais à peine de les quitter. Cela fait donc 45 ans que l'UMON s'est installé à Charleroi. Aujourd'hui, nous comptons 1100 étudiants UMONS et 7 de nos 10 facultés y sont implantées. Dès le début de notre présence ici, notre leitmotiv a été de répondre efficacement à une attente de terrain et des forces vives locales, mais aussi pour répondre à un besoin social et sociétal, celui de développer l'offre de formation universitaire dans la plus grande métropole de Wallonie. Je profite de l'occasion qui m'est ainsi donnée ici pour repréciser certaines notions qui me semblent importantes pour nos communautés respectives. Une région, 2 universités, une vision. C'est le slogan qui nous réunit aujourd'hui. Nous ne vous annonçons pas une nouvelle fusion universitaire, certainement pas, mais un rapprochement en préservant les autonomies respectives, une mise en commun de nos moyens qui vise à démontrer qu'on peut être plus efficace avec les deniers publics. Je préciserai aussi que dans notre esprit UMONS, la stratégie de développement de notre université dans la région de Charleroi ne se fait pas au détriment de Mons. Les deux vont de pair. Pour illustrer cela différemment, je dirais qu'il ne s'agit en aucun cas de déshabiller Nicolas pour vêtir Paul, si vous voyez à qui je fais référence. Notre présence accentuée à Charleroi, co-construite donc, n'est ni de l'expansionnisme ni de l'impérialisme. C'est simplement être à l'écoute et répondre aux besoins locaux. C'est simplement aussi endosser le rôle qui doit être le nôtre, celui d'être l'université de référence en Hainaut, au sens décrétal du terme, avec tous nos partenaires, les partenaires du pôle académique Hainouier, que j'ai le plaisir de coprésider, pour les étudiants, jeunes et moins jeunes, en reprise d'études ou formation continue, de toute la province du Hainaut et au-delà, bien sûr. Pour rappel, plus d'un étudiant sur 5 est international à l'UMONS. Mais également
mais également les acteurs socio-économiques, administratifs, sportifs, éducatifs, culturels, sans oublier les acteurs de la santé de notre province, et je pense particulièrement aux hôpitaux. Et pour l'enseignement universitaire, l'UMONS peut compter depuis plusieurs années sur un partenaire fort, fidèle et loyal, l'Université libre de Bruxelles. Nos deux universités ont une longue tradition de collaboration fructueuse en termes de projets de recherche, notamment ici à Charleroi. Citons le CMMI sur le bioparc, le C3E2D, Centre d'excellence en efficacité énergétique et développement durable, ici, derrière ces murs. Mais aussi collaboration fructueuse au niveau de nos enseignements en co-diplomation, à Charleroi et à Mons. Citons nos offres de bachelier en biologie, en sciences humaines et sociales et en ingénieur civil, nos masters en droit, en urbanisme, en pharmacie et évidemment bientôt en médecine. Sans oublier la formation initiale des enseignants et les nouvelles formations GoProf. Annemie et moi, à titre personnel, mais aussi nos communautés ULB et UMONS, partageons en effet des valeurs et un ADN très comparables. Valeurs que nous partageons ensemble, même à l'étranger, par exemple au sud de la France, à Peresque, pour ceux qui le connaissent. On se comprend lorsqu'il s'agit de dire que parmi nos valeurs premières, l'étudiant est notre priorité numéro 1. Que l'université, dans nos sociétés actuelles, doit plus que jamais pouvoir jouer son rôle d'ascenseur social et sociétal. L'université, aujourd'hui, n'est plus cette tour d'ivoire fermée, mais est devenue, j'appellerais, une tour de guet, ouverte sur le monde et qui se projette sur l'avenir par ses activités de recherche et d'innovation, mais aussi le développement de l'esprit critique, sans oublier l'esprit d'entreprendre. Oui, Annemie, tu as raison. L'université est à la démocratie ce que le canari est aux mineurs. Nul doute que l'université est et restera toujours là, plus vigilante que jamais, pour alerter, pour mobiliser, dès que la démocratie risquera d'être mise en danger. C'est notre devoir, c'est notre engagement, c'est tout simplement notre avenir. Nos deux universités ont le même socle fondateur, les mêmes objectifs, lutter contre les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur, qu'elles soient causées par des facteurs d'ordre économique, d'éloignement géographique ou par des freins sociologiques, mais aussi psychologiques. Ces missions passent bien sûr par un fort ancrage territorial, que ce soit Bruxelles ou le Hainaut, mais elles ne doivent surtout pas empêcher, dans le même temps, un rayonnement à l'international. Nos deux universités sont ainsi membres d'alliances européennes. Pour l'UMONS, il s'agit de l'alliance EUNIS, qui repose désormais sur non plus 7, mais 10 universités européennes implantées dans autant de pays différents, regroupant plus de 170 000 étudiants-chercheurs. Je suis actuellement le premier président fondateur, et je reviens d'ailleurs, je suis rentré hier, tout juste de Catane en Sicile, où j'ai eu l'immense honneur et plaisir de présider l'Assemblée générale de Nice. C'est bien la preuve, mesdames et messieurs, c'est bien la preuve qu'on peut avoir la tête résolument tournée vers les étoiles, en l'occurrence européennes, mais les pieds solidement campés dans son terroir. Savoir qui on est et savoir d'où on vient pour savoir, même très loin, où on va. Pour être davantage efficace, l'UMONS et l'ULB ont voulu donner un cadre à leur partenariat renforcé et travailler ainsi encore plus et mieux ensemble. Ce cadre, cet outil, ce véhicule, appelez-le comme vous le voulez, c'est donc l'ASBL Marie Mineure que nous dévoilons aujourd'hui officiellement. Cette ASBL
est un trait d'union fort entre nos deux universités, démontrant l'autonomie garantie de nos institutions, mais également la volonté affirmée de collaborer étroitement au niveau des habilitations conjointes en Hainaut et singulièrement ici à Charleroi. Marie Mineure a pour objectif d'assurer la coordination et l'organisation de toutes les activités qui gravitent autour de ces cursus. J'entends par là inscription, communication, informatique, horaire des cours, travaux pratiques et exercices, choix des locaux, mais aussi, et ne l'oublions pas, c'est important, le para-académique, activités sociales, culturelles, sportives, en étroite interaction avec les acteurs locaux, dont le Sporting, par exemple. Je ne voudrais pas terminer cette prise de parole sans un mot pour tous les acteurs de terrain, enseignants, scientifiques et membres du personnel de support et d'encadrement administratif, technique et ouvrier, qui s'évertuent au quotidien à donner sens à ce fantastique projet commun de développement, aussi ambitieux que nécessaire par rapport aux enjeux d'avenir pour notre jeunesse, nos enfants et petits-enfants, moi qui viens précisément de devenir un fier et heureux grand-père. Merci à eux, qu'ils soient de l'UMONS ou de l'ULB, bien entendu. Quelle belle communauté nous formons. Enfin, un merci spécial à mon prédécesseur, le recteur Calogero Conti, pour sa vision éclairée qui fait que nous sommes ici ce soir, présents, et pour notre très belle amitié. Merci Calogero, merci Calo. Enfin, évidemment, au nom d'Annemie et de moi-même, merci à toutes et tous pour cette belle cérémonie commune de rentrée qui est à l'image de ce que nous sommes profondément. En tant que recteur de l'UMONS, je suis fier de faire partie de cette belle aventure collective Carolo, mais aussi hainouière et européenne. Je vous remercie de votre attention et vous invite à découvrir dans quelques secondes une courte vidéo qui vous fera comprendre en images ce que signifie l'investissement consenti et l'attachement témoigné par nos deux belles institutions ici à Charleroi. Merci pour votre attention. Avec près de 50 000 étudiants ensemble, l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Mons sont des actrices majeures de l'enseignement supérieur. L'ULB et l'UMONS sont deux universités engagées dans leurs enseignements, leurs recherches, mais aussi dans de nombreux projets à valeur sociétale. Et ces valeurs partagées les amènent à s'engager dans un grand nombre de projets communs, et particulièrement à Charleroi. La codiplomation ULB-UMONS a été très enrichissante pour nous, car ça nous a permis d'avoir un accès direct au master autant de l'ULB et de l'UMONS. Étudier à Charleroi m'a beaucoup apporté, car premièrement la proximité, étant donné que j'habite pas loin, j'habite à Charleroi, donc c'était beaucoup plus simple pour moi de me rendre à l'université. On a un fort esprit de camaraderie, donc on se partage souvent les synthèses. Il y a aussi pas de barrière au niveau des profs, donc on n'hésite pas à leur poser des questions, mais aussi entre les années, donc les étudiants BAB1, ils n'ont aucun problème à parler avec des étudiants BAB2 ou de BAB3, donc il y a vraiment un échange, etc., par Messenger, en vrai, etc. Les avantages de pouvoir étudier à Charleroi, c'est déjà que l'enseignement est très concret. On a beaucoup de projets et on a aussi le Fab Lab qui est à proximité, qui permet justement de concrétiser ces projets et justement aller plus loin donc avec nos projets personnels. Implanté depuis plusieurs années dans la ville et partenaire du campus U Charleroi depuis 2015, les deux universités en ont fait une ville universitaire. Ainsi, au travers de leur collaboration et la création de synergies, elles ont participé à l'ambition de Charleroi d'être reconnue comme une ville inclusive, durable, entreprenante, construite par les citoyens avec des services publics performants. Ce que j'aimerais mettre en évidence au niveau de l'accompagnement des enseignements à Charleroi,
c'est le Learning Center. Le Learning Center qui est un endroit au sein duquel tous les étudiants vont pouvoir venir faire des brainstorming, faire de l'émulation scientifique. Le bachelier, c'est vraiment la transition entre l'école secondaire et le master qui est plus professionnalisant, avec cette idée de développement des bagages transversaux, des compétences, du bagage scientifique pour avoir des étudiants qui sont complètement indépendants. Les 3 grands atouts de l'enseignement universitaire à Charleroi, c'est vraiment la proximité, l'excellence et j'ajouterais la diversité. Il y a tout un service d'accompagnement aux apprentissages qui est là, qui peut accompagner les étudiants pour du coaching, pour des séances de méthodologie, etc. etc. Tous les enseignants et les enseignantes du campus Charleroi, ULB Mons sont aussi chercheurs, chercheuses dans leur discipline et ça c'est vraiment un atout. Ça nous permet aussi à nous en tant qu'enseignants de donner aux étudiants ce goût de la recherche, de poser avec eux des questions. On ne fait pas que transmettre un savoir et des compétences, mais vraiment on construit avec eux une relation qui est celle de la recherche, du savoir, de la connaissance. En juin 2023, l'association Marie Mineure a été créée. Cette ASBL permettra de consolider, pérenniser et développer de nombreux projets, dont la création de nouvelles formations, le développement des infrastructures, un support accru pour la recherche, notamment pour la recherche en sciences humaines, le centre en excellence énergétique et encore les projets de recherche à Gosselies. Pour l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Mons, l'ambition première de l'implication à Charleroi est d'encourager l'accès à l'enseignement supérieur pour les jeunes de la région. L'accès aux études supérieures aux jeunes de la région, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Nous en parlerons avec Tarek Bekouche, le jeune étudiant que vous avez aperçu dans la vidéo. Il viendra nous expliquer, pas tout de suite, Tarek viendra nous expliquer ce parcours ici à Charleroi. Pas tout de suite, parce que c'est la tradition qui est maintenant. On doit laisser place au discours des différents corps. Et par ordre d'apparition, vous allez entendre le corps étudiant, le corps scientifique et le corps, permettez-moi de lire, administratif, technique et ouvrier. Chacun de ces 3 discours sera prononcé par un duo, ULB-Mons, et je vous propose donc de commencer tout de suite par les représentantes du corps étudiant. Je vous demande d'accueillir 2 Alice au pays de Charleroi ce soir. Alice Inberex pour l'ULB, Alice Cruc pour l'Umons. S'il vous plaît, mesdemoiselles, sous vos applaudissements. Chères étudiantes, étudiants, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, Madame la rectrice, Mesdames et Messieurs les ministres, sauf Madame Berthiaud qui, une fois de plus, ne répond pas à l'appel des étudiants, Monsieur le Président, chers membres du personnel, chers professeurs, ce discours a une saveur particulière. Il y a 2 mois, nous accueillons une nouvelle ministre et il y a 2 semaines, nous inaugurons ce beau et flambant neuf bâtiment qui nous accueille cette rentrée. Nous avons rédigé ce discours à 2, le BEA, le conseil étudiant de l'ULB, et l'ORE, le conseil étudiant de l'UMONS. Nous vous ferons donc part des enjeux ou des défis pas si différents de nos communautés estudiantines. Profitons de votre présence, Mesdames et Messieurs, pour vous présenter nos quelques requêtes pour cette année qui promet d'être riche. Attends Alice, peut-être pas pour le refinancement de notre enseignement. Ah oui, effectivement Alice. On démarre déjà sur les chapeaux de roue. Charleroi a su nous réunir en dehors de nos institutions respectives pour cette rentrée déjà abîmée par son lot de difficultés. Au risque de se répéter, le nerf de la guerre reste le même pour une année de plus. Nous allons vous demander de faire un petit exercice avec nous. Fermez les yeux, prenez 1 ou 2 ou 3 mêmes respirations. Vous marchez dans la montagne. La randonnée vous offre une vue imprenable. Mais vous devez être attentif aux obstacles qui s'imposent à vous. Peut-être portez-vous un sac à dos bien rempli, peut-être qu'il vous manque de quoi vous protéger du soleil, ou encore que la batterie de votre GSM est plate. Vous êtes confronté à des difficultés. Mais le cadeau que la nature vous offre est à la hauteur des efforts fournis. Maintenant, imaginez, vous devez continuer à marcher à la même cadence, seulement le gouvernement vous a offert un décret qui vient gâcher le paysage. L'année passée, à l'ULB, on vous parlait du nouveau décret Koh-Lanta, comme nous l'avions prénommé. Et nous étions malheureusement plus proches de la réalité qu'on ne pouvait l'imaginer.
Un an après, le décret frappe la communauté estudiantine de plein fouet. Nous nous retrouvons face à un enseignement de plus en plus élitiste et éreintant. Le taux d'échec en première année est impressionnant et inadmissible. Outre le stress des études, qui n'est pas à minimiser, s'ajoute le stress de la finançabilité, de l'acquisition des crédits, et surtout de l'immense manque de clarté des décrets. Suis-je sous le nouveau décret, sous l'ancien, à cheval entre les deux? Bref, les étudiants sont dans le flou. Nous vous parlions il y a quelques instants d'un oubli de crème solaire, d'une batterie plate. Voyez cela comme en cela une métaphore des bagages manquants aux étudiants. En parlant de bagages, n'oublions pas les disparités données par l'enseignement obligatoire qui déforcent la réussite de chacune. Cette réforme du décret est une mesure élitiste. Les critères de sélection touchent les plus précaires, contraint les étudiants et étudiantes à toujours plus. Alors qu'étudier est un job à plein temps, un tiers des étudiants sont en situation de précarité en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce sont des milliers d'étudiants qui sont obligés de travailler pour payer leurs études. Ils étaient 627 000 en Belgique cette année et on entendait même certains politiques s'en réjouir. Face à nos problèmes, on avait besoin de soutien. Et qui doit nous protéger? Notre ministre, Madame Berthiaud. Et pourtant, elle nous tourne le dos. Quand on lui demande si elle n'a pas peur des effets du décret paysage, elle nous répond « Pourquoi y aurait-il des dégâts si les étudiants prennent les choses au sérieux ?» Quand on lui demande si elle n'a pas peur que ce décret casse la santé mentale des étudiants, elle répond « À un moment donné, on respire, on avance, on travaille, on s'accroche et on gère son stress. » Quand on lui demande des mesures pour améliorer la situation des étudiants, elle répond « On ne peut pas toujours adapter le système pour ceux qui ne réussissent pas leur job, qui ne réussissent pas. » C'est à se demander si elle a compris le job quand on lui a proposé de devenir ministre. Cela fait des années que les étudiants crient au manque de moyens financiers et à un besoin urgent de refinancement. Pourtant, rien ne bouge et un ministre nous annonce, sans pression, qu'on va devoir se passer de certains masters comme si c'était la solution. Au lieu de se réjouir de l'augmentation du nombre d'étudiants et étudiantes et de la démocratisation de l'enseignement supérieur, nos politiques nous coupent les vivres. Pourtant, depuis le début des différentes crises, ce sont les étudiants et étudiantes qui trinquent. De plus en plus sont contraints à jobber, non pour leurs loisirs, mais pour financer leurs études, leur logement, leur nourriture. Un ou une étudiante sur deux a du mal à se nourrir et aucun financement n'est débloqué. La moyenne des prix des cotes à Bruxelles est à 500 € et toujours aucun financement à l'horizon. L'augmentation du prix de la vie touche les étudiants à tous les niveaux et impacte sur leur réussite et leur santé mentale. Les aides qui existent ne sont pas suffisantes et elles sont parfois tellement difficiles d'accès que personne n'a le courage de faire les démarches. Pour réellement aider les étudiants, il faut que l'accès à ces aides soit facilité et que leur enveloppe soit augmentée face au nombre croissant d'étudiants et étudiantes qui en ont besoin. Et face à ce constat, qu'est-ce qui est mis en place? Encore une fois, Madame Berthiaud est absente. Pire, elle est en train d'écrire une réforme catastrophique sur les allocations des bourses d'études. Selon elle, un cote coûte 280 €. Un cote à Bruxelles, on le rappelle, en moyenne, c'est 500 €. Pour elle, l'alimentaire n'est pas un coût lié aux études. Comment étudier le ventre vide? Si manger était gratuit, pourquoi les étudiants ont faim? Son estimation va mettre en danger les allocations de près de 80% des étudiants et étudiantes boursiers et boursières. Sa réforme vient d'appauvrir 80% des étudiants au lieu de lutter contre la précarité étudiante. Alors, Madame Berthiaud, on vous retourne vos messages d'encouragement. Accrochez-vous, ou on avance et on respire. Pour négocier un budget ambitieux lors du conclave budgétaire d'octobre. Les étudiants et étudiantes n'ont pas besoin de vos messages d'encouragement, mais d'une ministre qui prend les mesures pour mettre fin à cette précarité étudiante. Mais vous le savez, mesdames et messieurs, une crise économique ne vient jamais seule. Et dans le sillage d'une crise aiguë de précarisation de la société, arrive une crise démocratique. La société se polarise. Les extrêmes ne paraissent plus comme tels. Les normes se déplacent vers ce qui paraissait appartenir à l'inacceptable. Les espaces publics sont envahis et les universités ne sont pas épargnées, idéologies fascistes pouvant sans contrainte y pénétrer. Face à la peur et l'anxiété, face à un sentiment d'impuissance constant, certains et certaines cèdent à l'inacceptable. Cet inacceptable est dangereux. Cet inacceptable réprime, sans pitié, une grande partie de nos étudiants et étudiantes. Agissons face à ce feu naissant. Éteignons-le avant qu'il ne devienne un incendie violent et incontrôlable, sans certitude de pouvoir renaître de nos cendres. Ce dangereux décalage de normes
se doit d'être rigoureusement combattu sur nos campus pour protéger nos minorités déjà désavantagées par la société. La xénophobie, le racisme, le sexisme et j'en passe n'ont aucunement leur place sur nos campus. L'extrême droite n'a pas sa place sur nos campus. On ne cessera jamais de le dire. Nos campus sont des lieux de vie sur lesquels on ne peut pas se permettre de voir des messages de haine et de discrimination être véhiculés. À l'approche des élections, c'est un sujet dangereux dont on ne veut pas être témoin de la montée. Les politiques, les autorités de nos universités et nous, représentants et représentantes étudiants, nous devons faire front pour ne pas laisser cette idéologie se répandre. Ne répétons pas les erreurs du passé qui nous ont déjà tant coûté. Quand obscurité est synonyme de danger, quand la musique qui nous faisait danser quelques minutes plus tôt se transforme en une cacophonie de pas qui nous suivent de trop près, quand traverser un tunnel est une épreuve à surmonter, c'est la liberté qui nous est ôtée, la boule au ventre honteusement à nos côtés. L'inégalité face à l'insécurité dans les espaces publics au sein de nos villes étudiantes, sans parler des violences sexistes et sexuelles, est déjà à elle seule une absurdité. Ces phénomènes ne touchent pas uniquement les couloirs ou allées sombres, ils nous frappent également au cœur de nos institutions. De plus, la prévention ne fait pas sens si elle ne s'accompagne pas de mesures fortes, prenant en charge les conséquences psychologiques des violences sexistes et sexuelles ayant malheureusement déjà eu lieu. Ainsi, il paraît indispensable que les personnes victimes des actes de violence aient accès, sans aucune difficulté, à un espace de parole neutre et sécurisant. Ensemble, nous devons faire de nos campus des lieux sûrs et inclusifs pour toutes et tous, sans exception. Eh bien, Alice, c'est encore une année bien chargée qui nous attend, avec son lot de problèmes impressionnants. Prête pour les longues nuits blanches de réflexion, planification et les actions qui succéderont? Plus que prête, Alice. Ne prenez crainte. Les étudiants font front. Conscients et conscientes de ces problématiques, nous agissons et luttons. Mais seuls, nous rencontrons des barrières, parfois infranchissables. Alors, étudiants et étudiantes, recteurs, rectrices, membres du personnel, ministres, collaborons pour le bien-être étudiant, car ensemble, ces embûches ne nous paraîtront plus comme telles. Les montagnes à franchir se transformeront en collines franchissables pour atteindre notre objectif commun, je l'espère, des études accessibles à tous et toutes. Et pour cela, un seul mot d'ordre, Madame Berthiaud, refinancer l'enseignement supérieur. On accueille maintenant le corps scientifique. Ah ouais, c'est vrai, vous l'avez dit. Madame la rectrice, Monsieur le recteur, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers collègues, chers amis, c'est avec un immense plaisir que nous nous tenons aujourd'hui devant vous. Les rentrées académiques sont toujours des moments particuliers. Nous y voyons nos campus reprendre vie après la torpeur de l'été. C'est donc avec une certaine excitation que nous avons fait le trajet depuis nos universités respectives afin d'ouvrir conjointement cette nouvelle année en ce nouveau lieu. Et cette année n'est pas encore tout à fait entamée que les choses ont déjà été bien agitées. En préambule, nous tenons à remercier les auteurs et autrices de grands projets, de pseudo-polémiques et déchaînements médiatiques. Vous nous avez grandement facilité la tâche dans l'écriture de cette prise de parole. Sans tomber dans la revue de presse, nous tenions à clarifier certaines choses. Tout d'abord, la réussite universitaire ne dépend pas que des capacités, du sérieux et des efforts individuels des étudiantes et étudiants. Celles et ceux qui galèrent à obtenir les 180 ECTS de leur bachelier, qui abandonnent en cours de route, dont les années mémoire se multiplient, sont la démonstration d'une faillite pédagogique et politique collective, non d'un manque d'investissement personnel. La méritocratie est un mythe, et nous ne sommes pas là pour le nourrir, mais pour le court-circuiter. Pour armer celles et ceux qui en étaient dépourvus des conditions nécessaires à l'exercice d'une citoyenneté pleine et entière, d'une citoyenneté intégrée et protégée. C'est notre mission et nous devons adapter le système de l'enseignement supérieur en conséquence. On nous propose d'instaurer des troncs communs. Bonne idée.
si ce n'est qu'elle est déjà d'application quasiment partout, sous la forme de cours qui regroupent toutes les filières d'une faculté, soit parfois plus de 700 étudiants, dont une bonne partie assise par terre ou refoulés aux portes des auditoires, parce que ceux-ci ne sont plus adaptés aux cohortes actuelles. Par ailleurs, la suppression de certains diplômes nous apparaît comme une pente glissante que nous voulons emprunter. Certes, la situation est difficile, mais il n'est pour nous pas question de trier parmi nos filières en évaluant celles qui méritent de persister. Nous estimons également qu'il est important de ne pas tomber dans l'adéquationnisme. Le secteur privé a des besoins en termes de qualification et nier ou contrarier les relations entre le monde économique et l'enseignement supérieur serait absurde et néfaste. Néanmoins, les bénéfices d'un diplôme ou d'une filière d'enseignement doivent s'évaluer à l'aune de l'ensemble de ses retombées sur la société. Enfin, le corps scientifique s'oppose fermement à la stigmatisation de nos étudiants et collègues de confession musulmane, ainsi qu'au caractère islamophobe de la tentative d'instrumentalisation dont l'ULB a été victime. L'université ne peut pas devenir le lieu où se jouent les escarmouches politiciennes. Le monde fait aujourd'hui face à des défis qui dépassent le mois de mai et que nous ne sommes pas sûrs de réussir à relever. Nous n'avons d'autre choix que celui d'essayer et de collectivement lutter pour avoir une chance de préserver ce qu'il reste encore. Nous sommes convaincus que l'université a un rôle important à jouer dans la transition sociale et écologique qui nous concerne tous et toutes. Mais pour cela, il faut urgemment un refinancement conséquent de l'enseignement supérieur. Nous ne pouvons pas nous permettre de manquer d'ambition. Pour que nous puissions continuer à accueillir des étudiantes et étudiants dans toute leur diversité, il nous faut des moyens. Dans la trajectoire actuelle et en dépit des efforts de chacun, l'encadrement ne pourra que se déliter, incapables que nous sommes, faute de moyens, d'assurer nos enseignements pourtant si riches et formateurs. En conséquence, accaparés par les exigences d'une université en situation de pénurie, et ce choix cornélien entre un enseignement ou une recherche de qualité, qui en est quelque part la résultante, nos recherches en pâtissent. Le manque de financement public de la recherche, la lourdeur administrative imposée par les organes de financement, les embûches dans le recrutement, les procédures d'obtention de visa et de permis de séjour pour les scientifiques étrangers sont autant de grands freins supplémentaires à une recherche pourtant toujours plus nécessaire face aux défis du présent. Les problèmes auxquels nous devons faire face sont nombreux et les choix politiques qui seront posés en diront long sur la société dans laquelle nous vivrons. Le rôle social joué par les institutions universitaires est particulier. Elles sont à la fois vectrices de croissance économique et d'émancipation sociale. Voilà ce que nous essayons de faire chaque jour au sein des universités afin de nous offrir une chance maximale en tant que société. Et voilà pourquoi nous sommes fiers de participer à la possibilité dont disposent les Carolo d'étudier et d'obtenir un diplôme sans quitter leur ville. Lorsque l'on sait que la détention d'un diplôme est la principale protection contre le risque de pauvreté et d'exclusion sociale que nous puissions obtenir, aucun pôle urbain ne peut être laissé de côté. Pour relever les défis du présent et de l'avenir, nous avons donc besoin d'universités complètes, mais aussi et surtout proches et accessibles. C'est ce que nous avons décidé de faire ici, ensemble. Nous vous remercions. Et nous appelons maintenant Gérald et Atika du personnel administratif, technique et ouvrier. Madame la rectrice, Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers collègues, chers étudiants et chères étudiantes, je suis ravi de partager ce moment avec Atika,
Les terminologies pour désigner le personnel sont peut-être différentes, PATO à Mons, PATGS à l'ULB, mais la préparation de ce discours a permis des échanges très intéressants entre agents de nos deux institutions, mettant en avant des problématiques communes. Une rentrée académique en province de Hainaut, c'est assez inhabituel pour l'ULB. Le parc du cinquantenaire avec la VUB ou le Parlement européen nous ont déjà accueillis, mais c'était à Bruxelles. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur le campus U-Charleroi, quelques jours après son inauguration, pour la séance de rentrée académique conjointe de l'UMONS et de l'ULB. Les liens avec nos amis Carolo, si vous me permettez cette abréviation issue du langage familier, ne sont toutefois pas nouveaux. J'étais encore étudiant quand la biologie moléculaire a déménagé. Auparavant disséminée sur divers campus, les équipes ont emménagé en 2000 au bioparc à Gosselies. Depuis lors, les choses ont bien évolué. Le bioparc est devenu un lieu incontournable pour la recherche en biologie moléculaire et nos deux universités y ont établi des collaborations fortes, au travers du CMMI par exemple, le Centre de microscopie et d'imagerie moléculaire. Considérant le public mixte présent aujourd'hui, avec mes collègues administrateurs de l'ULB, nous avons décidé de ne pas nous focaliser sur les thématiques spécifiquement ULBistes. Mais je rassure quand même nos collègues du PATGS. Nous sommes et restons très attentifs en ce qui concerne vos préoccupations, telles que le télétravail régulier mis en place récemment, la réforme du système des promotions ou encore le plan d'aménagement des fins de carrière. Nous sommes aussi ravis d'avoir apporté notre contribution au chantier sur l'élection rectorale et d'avoir ainsi participé à l'ouverture de cet important scrutin à tous les corps de la communauté universitaire de l'ULB, comme c'est déjà le cas à Mons ou dans les autres universités francophones de Belgique. En ce qui concerne l'université de Mons, nous ferons en partie un état des lieux des vœux exprimés lors de la rentrée académique 2022, je suis petite, 2022-2023, merci. Mais évidemment sur d'autres thématiques tout aussi importantes que nous aimerions partager avec vous. Nous avons traversé de grandes crises majeures, le Covid-19, la crise énergétique et pour ma part, la crise de la cinquantaine. Nous avons tous été soulagés que cette pandémie ait pris fin et nous sommes conscients des efforts considérables déployés par nos autorités et la communauté universitaire pour assurer la sécurité et le bien-être de tous. Le point suivant concerne la crise énergétique, qui reste un sujet sensible qui nécessite une vigilance constante. Nous apprécions les efforts considérables déployés par l'ensemble de la communauté pour permettre à l'université de réduire sa consommation d'énergie et ses dépenses. Nous ne pouvons qu'encourager le personnel à poursuivre sur cette lancée. Dans la continuité de cette vibe positive, nous nous réjouissons qu'une revendication des pouvoirs sociaux en collaboration avec les services de l'UMONS ait été entendue auprès du cabinet de Madame la ministre Glatini. Il concerne notamment les indemnités de congé parental versées par l'ONEM qui ont été étendues à l'ensemble du personnel. Un autre point très important, et non des moindres, concerne les deux habilitations conjointes de l'Université de Mons et de l'Université libre de Bruxelles pour les masters en droit et en médecine, qui seront applicables dès l'année universitaire 2024-2025. Chaleureuses félicitations à la ténacité de nos instances et à tous les acteurs du monde politique et social qui nous ont soutenus et qui ont ainsi participé à sa réalisation. Avec l'avènement du campus U-Charleroi, les jeunes issus du bassin carolorégien vont trouver de belles perspectives d'enseignement universitaire et de qualité, proches de chez eux. J'entendais début septembre sur les ondes radio un politicien rappeler à quel point la distance était un facteur discriminant pour l'accès aux études supérieures. De même, pour les personnels de l'ULB issus de cette région, cela pourra aussi, je l'espère, ouvrir des opportunités de carrière à proximité de chez eux. Nous espérons que cela participera à une amélioration significative de la mobilité interne des personnels. Mais attention, l'euphorie de début prometteur ne doit cependant pas nous empêcher de rester vigilants. Cette belle collaboration doit rester équilibrée entre les différentes parties. Les personnels qui travaillent à Gosselies ou ceux qui choisiraient de travailler sur ce nouveau campus doivent pouvoir exercer leur profession dans de bonnes conditions.
bénéficier des mêmes avantages que leurs collègues bruxellois ou montois et appartenir pleinement à leur communauté universitaire. Votre bien-être, à vous qui travaillez ici, doit être tout aussi important aux yeux de nos autorités respectives que celui de vos collègues du Solbosch ou des campus montois. Pour clôturer, nous aimerions sensibiliser chacun et chacune sur l'importance de continuer à préserver les valeurs fondamentales telles que le respect, l'écoute, la communication et la pensée collective. L'UMONS s'étend, acquiert de nouveaux bâtiments, rénove et met ses plus anciennes installations aux nouvelles normes pour atteindre de meilleures performances énergétiques. Par ailleurs, comme chacun le sait, la presse s'en fait largement l'écho. L'UMONS a obtenu les autorisations pour mettre en œuvre de nouvelles formations. Avec ces nouvelles installations, ces travaux, ces nouvelles formations, le personnel suit à chaque fois, s'adapte, embré pour relever ces nouveaux défis de manière professionnelle et responsable. Même si nous nous réjouissons toutes et tous de ces avancées significatives importantes pour notre université et notre région, nous ne pouvons ignorer que tous ces changements induisent une augmentation de la charge de travail du personnel PATO. Les moyens alloués augmentent, mais pas toujours à la même vitesse. La pression pèse parfois de manière involontaire sur le personnel qui a à cœur de contribuer au succès de notre institution. Plus que jamais, il conviendrait d'analyser les situations dans tous les services et de veiller à parvenir à un meilleur équilibre fonctionnel possible. N'oublions pas que certains services sont à disposition au sein de nos institutions pour répondre au mieux à chaque attente. N'hésitez pas à les contacter, à nous contacter si besoin est. Votre bien-être et vos intérêts prévalent avant tout. Nous sommes tous indispensables à la bonne continuité de nos institutions et prenons pour exemple qu'aucune édification n'aurait pu se maintenir sans fondation face aux turpitudes du temps. Vous êtes leur force, vous êtes l'essentiel. Vous, le personnel administratif, technique et ouvrier de gestion et spécialisé. Vous, le personnel scientifique. Vous, le personnel académique. Et vous, les étudiants. Pour reprendre une citation de Victor Hugo, rien n'est solitaire. Tout est solidaire. Gérald et moi vous remercions pour votre attention.
Merci aux artistes de Charleroi Danse pour cette époustouflante chorégraphie. Oui, on peut les applaudir. Sachez par ailleurs que ces jeunes que vous venez de voir, ces jeunes artistes, eh bien, ce sont aussi des jeunes diplômés. Ils sortent des différentes écoles artistiques aux quatre coins du pays. Il est maintenant temps de découvrir la carte blanche de cette rentrée académique et ce soir, elle est entre les mains de Monsieur Pierre Gurdjian. Je vous demande de l'accueillir. Voilà, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'Université libre de Bruxelles, le micro est à vous. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, très chers amis, c'est pour moi une fierté et une joie particulière d'être présent aujourd'hui à cette cérémonie de rentrée académique exceptionnelle, qui est aussi ma dernière rentrée académique. Mais quel plus beau, peut-on imaginer un plus beau contexte que d'être ici, avec nos amis de l'Université de Mons, en rapport étroit et en collaboration avec la ville de Charleroi, la province du Hainaut, plusieurs hautes écoles, et tout ça au service d'un objectif sociétal, un noble objectif, de pouvoir contribuer au développement de cette ville fascinante qu'est Charleroi. Dans les quelques minutes qui suivent, j'aimerais attirer votre attention et partager avec vous quelques résonances qu'évoque en moi le fait d'avoir réussi un partenariat, une collaboration aussi étroite entre des acteurs différents, de nature différente, de régions différentes. Je pense qu'elle est en réalité emblématique d'un mouvement qui est à la fois nécessaire et émergent et qui a pour but de combler un fossé de plus en plus grand, de plus en plus profond entre ce que les grandes transformations sociétales, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient de gouvernance exigent, et malheureusement la réalité encore trop présente des approches traditionnelles. Ce qu'exigent les grandes transformations sociétales, qui sont des phénomènes complexes, elles exigent la collaboration, l'ouverture, l'intelligence collective. Trop souvent aujourd'hui, nous restons encore dans des approches qui sont le fait d'acteurs isolés, qui s'appuient sur des points de vue et des idéologies parfois justifiées, mais souvent fermées, avec une posture d'exigence, de revendication, de perception de lutte et de conflit. Au contraire, ce que nous devons faire, c'est de multiplier, créer toutes les plateformes, les structures, les possibilités de mailler, de tisser les apports d'acteurs différents. Fondamentalement, pour être efficace, je pense qu'elles doivent décliner une approche quadripartite. L'apport, tout d'abord, de l'économie privée, sa capacité à mobiliser les ressources financières, ressources humaines, la capacité à définir des objectifs précis et à maîtriser les délais. L'apport crucial du secteur public, avec sa légitimité démocratique et sa capacité à définir des politiques, policy making. La société civile et sa capacité à mobiliser les citoyens. Et, bien entendu, le secteur académique, l'université, qui peut apporter la production de nouvelles idées avec la rigueur scientifique. Il y a déjà plusieurs fois que j'ai appelé les universités, notre université avec une très grande résonance, de se concevoir comme un acteur sociétal, comme un catalyseur, comme une université civique. Et je suis persuadé que c'est quelque chose que nous partageons avec tous ceux qui sont présents ici ce soir. Je suis tombé par hasard, il y a quelques jours, sur une très belle expression qui décrit ce schéma. C'est une expression utilisée par l'intellectuel français Jacques Leconte, qui publie aujourd'hui même un livre intéressant sur la transition énergétique et qui s'appelle « Rien n'est joué ». Lui appelle cette collaboration le carré magique de la gouvernance.
Est-il possible aujourd'hui dans notre société d'appliquer, de susciter ce carré magique? Alors, nous l'avons fait lors de la crise sanitaire, lors du Covid. Nous avons été capables, au travers d'immenses efforts, de mobiliser l'apport de multiples parties prenantes, avec un impact impressionnant. Il y a quelques semaines, j'assistais à une conférence de François Gemène, grand académique belge de l'Université de Liège, qui disait la chose suivante. Certes, nous avons pu le faire lors de la crise sanitaire, mais il s'agit là d'une crise ponctuelle, qui a un début et qui a une fin. Les grandes transformations sociétales, environnementales, sociales, de gouvernance sont des phénomènes qui se déploient sur des horizons de temps longs, qui sont le résultat d'évolutions graduelles et d'accélération par paliers, qui sont soumises à des boucles de rétroaction complexes. Comment alors, dans ce contexte-là, construire des plateformes, des initiatives qui permettent de façon soutenable de réunir les énergies d'acteurs très différents? J'aimerais vous partager une conviction que j'ai forgée au travers d'une décennie d'expérimentation personnelle avec des schémas de collaboration publique-privée, que ce soit dans les pays émergents ou en Belgique, au niveau du pays, au travers du soutien d'une génération brillante de jeunes hommes et de jeunes femmes leaders sociétaux, ou au sein de l'université à Bruxelles, au travers de laboratoires, au sein d'ailleurs de notre alliance Civis, autour de mobilisation d'acteurs au service de grands défis bruxellois. Cette conviction pourra étonner, en tout cas étonnera, j'imagine, les multiples ingénieurs qui sont dans la salle, les financiers, les gestionnaires, les experts, et j'exprimerai cette conviction d'une façon un peu lapidaire, et j'espère que vous me pardonnerez. Pour créer des plateformes de collaboration durable, le qui et le pourquoi sont infiniment plus importantes que le quoi et le comment. Au-delà des concepts, des idées, des méthodologies, des outils, des connaissances, c'est l'être humain qui compte. Quand on parle d'être humain, on parle de disposition intérieure, d'état d'esprit, de mentalité, d'attitude, et j'aimerais vous en illustrer quelques-unes. Quelques-unes qui, pour moi, se sont révélées importantes. Peut-être que vous les trouverez simplistes, naïves, néanmoins, elles sont nécessaires, elles sont simples et exigeantes. J'aimerais en mentionner 3. L'écoute profonde, l'innovation non disruptive et la générosité non raisonnable, déraisonnable, générosité déraisonnable. L'écoute profonde, voilà une faculté dont nous sommes équipés à la naissance et qui malheureusement est déprogrammée au travers de nos expériences et souvent de nos systèmes éducatifs. L'écoute profonde, c'est la capacité à éveiller sa curiosité, à mettre sur l'arrière-plan, à suspendre tous les a priori, tous les stéréotypes, tous les jugements que nous avons tous en tête. L'écoute profonde, c'est la capacité à aller derrière les idées, chercher l'être humain. Ce n'est pas tacler les idées et non pas la personne, c'est d'aller derrière les idées, chercher l'être humain, son parcours de vie et la raison pour laquelle des idées sont exprimées. L'écoute profonde, c'est aussi la capacité d'être conscient de soi. Il est impossible d'accueillir l'autre si l'on n'est pas soi-même. L'écoute profonde, c'est aussi une posture, la vue d'en haut, la vue de surplomb, la capacité à saisir le détail qui révèle, mais aussi la cohérence de l'ensemble. L'innovation non disruptive. Et j'utilise à terme ces dessins en contre-pied à la vulgate technologique de recherche d'innovation disruptive à tout prix.
En réalité, les grandes évolutions sociétales sont rarement disruptives. Elles sont le résultat de processus graduels, de petits pas, d'accélération parfois, d'hésitation, d'expérimentation, de tâtonnement. Pour infléchir le cours d'un fleuve, on peut construire un barrage, mais pour cela, il faut comprendre profondément le lit de la rivière, le lit du fleuve. Et le lit d'un fleuve, ce n'est pas un état, c'est une histoire. La générosité, déraisonnable. Je pense qu'un engagement sociétal sincère ne peut pas s'accommoder de la tiédeur, de l'hésitation. Si nous voulons nous mettre au service de quelque chose de plus grand, de plus nécessaire, ce n'est plus une question de profession, ce n'est plus une question de titre, ce n'est plus une question de carrière, ce n'est plus une question de combat, ce n'est plus une question d'idée, c'est une question profondément existentielle de mission, de vie. Chers amis, je me réjouis aujourd'hui profondément d'observer comment nous avons réussi, nous, à conjuguer nos efforts et à montrer comment, ensemble, dans ce lieu, dans cette ville, nous sommes capables de faire bouger les lignes. J'appelle plus de collaboration, plus de capacité à tisser, à mailler. Et là, dans cette approche, le qui et le pourquoi sont infiniment plus importantes que le quoi et le comment. Je terminerai avec une citation de Saint-Exupéry. « Dans la vie, il n'y a pas de solution, il n'y a que des forces en marche. Il faut les créer et les solutions suivront. » Je vous remercie pour votre attention. Je vous propose maintenant d'accueillir un jeune homme qui ce soir va incarner l'essence même de cette rentrée académique. Sa singularité, eh bien, pendant 3 ans, quand on lui a demandé « mais où étudiez-vous » eh bien, ce jeune homme, il répondait « moi je suis à l'UNIF à Charleroi ». Je vous demande d'encourager Tarek Bekouche. Tarek, bonsoir. Bonsoir. Alors, ça fonctionne. Vous avez 22 ans. Aujourd'hui, vous êtes en 2e master, mais je vous laisse dire dans quel master. Ingénieur civil, spécialisation en biomédical. Voilà, vous êtes aujourd'hui à l'Université libre de Bruxelles, mais votre bac, vous l'avez fait ici. Ici, à Charleroi. À Charleroi. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on vous disait quand vous disiez « ouais, moi, je suis à l'Université à Charleroi » Mais honnêtement, lorsque je disais que je suis un étudiant sur le campus U Charleroi, on me répondait « ah bon, il y a une université ici à Charleroi ?» Ou bien on me demandait si j'étais à haute école. Et je disais « non, je suis à l'université ici à Charleroi ». Et il fallait plusieurs minutes d'explication, mais ils finissaient par comprendre. Et vous avez donné ces explications. Exactement. On a entendu beaucoup parler ce soir de proximité, d'accessibilité. Alors, ce sont juste des mots ou c'est des choses bien concrètes que vous avez pu... Pour moi, étudiant... Carolo, du coup, qui habite à Marchais-le-Pont, je peux vous dire que c'était bien plus rapide pour moi de venir à Charleroi que d'aller ailleurs, tout simplement. Donc, c'est vraiment plus rapide pour moi concernant la proximité, mais également la proximité avec les professeurs, car j'ai déjà parlé avec des amis qui sont dans des autres universités, à l'UMONS ou à l'ULB. En bachelier, ils étaient avec des centaines d'étudiants, et nous, on était là, on a eu la chance d'avoir les mêmes professeurs avec 10, 15, 20 étudiants. Du coup, bien sûr, c'était différent. Est-ce que c'était une évidence pour vous de venir étudier ici à Charleroi? Non, pas vraiment. Comme dans tout choix, il y a toujours plusieurs... part de renoncement. Exactement. J'avais un choix à prendre, du coup, rester à Charleroi ou bien partir dans une grande université avec beaucoup d'étudiants, passer le pas, comme certains me le disaient. J'ai pesé le pour et le contre et avec du recul, aujourd'hui, je n'ai aucun regret. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Que c'était une chance? Honnêtement, oui. Oui, c'était une chance. C'était une chance parce que, comme je vous l'ai dit, proximité avec les professeurs et tout cela en fait ça. Et maintenant que je suis à l'ULB aujourd'hui, je me rends vraiment compte qu'on a eu cette chance, moi et mes amis qui sont dans la salle, on a eu cette chance que d'autres n'ont pas eu et voilà, du coup je suis très heureux.
Qu'est-ce que vous diriez pour terminer à ces milliers d'étudiants qui aujourd'hui vont suivre le même parcours que vous? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai envie de leur dire qu'ils ont fait le bon choix, car ils n'ont qu'à foncer en fait, tout simplement, parce que ici c'est chez eux, c'est chez nous, c'est chez vous, chez tout le monde. Merci beaucoup Tarek, je vous demande de l'applaudir. Alors cette cérémonie touche à sa fin, mais vous l'avez compris, ce soir c'est surtout le début d'une aventure commune. C'est un nouveau départ que vous allez pouvoir célébrer en chantant dans quelques instants. Alors d'abord Pays de Charleroi, ensuite le Summer, et pour tout ça, il vous suffira de suivre le rythme des étudiants qui sont en train de s'installer au-dessus de vos têtes sur ces magnifique coursive. Quant aux paroles, ne vous inquiétez pas, elles vont s'inscrire sur l'écran qui est juste derrière moi. Voilà, il est temps pour moi d'inviter une ultime fois Madame Anne Michaud, rectrice de l'Université libre de Bruxelles, et Monsieur Philippe Dubois, recteur de l'Université de Mons. Ils vont me rejoindre, car c'est ensemble qu'ils vont ouvrir cette année académique. Alors le moment est solennel, évidemment, mais pas seulement. Je pense que vous l'avez entendu, vous l'avez compris, l'émotion s'est installée, s'est invitée ce soir dans ce lieu chargé d'histoire, de notre histoire, de votre histoire. Ce soir, une page de plus s'écrit. Madame la rectrice, Monsieur le recteur, la parole est à vous. Nous déclarons ouverte l'année académique 2023-2024. J'ai de maintes cités contemplé les merveilles, leur palais tant vanté, aux splendeurs sans pareil, de ces beaux monuments, admirant la structure, je regrettais nos champs et leur verte parure qu'annonce le printemps. Pays de Charleroi, c'est toi que je préfère, le plus beau coin de terre à mes yeux. Oui, c'est toi, à mes yeux, oui, c'est toi. Sous des prés verdoyants que la cendre caresse, sous les bosquets riants, pleins de chants d'allégresse, gît le sombre charbon, ce pain de l'industrie que le mineur wallon, si cher à la patrie, extrait du puits profond. Pays de Charleroi, c'est toi que je préfère, le plus beau coin de terre à mes yeux. Oui, c'est toi, à mes yeux, oui, c'est toi. J'aime les hauts fourneaux flamboyants dans la brume et le bruit des marteaux résonnant sur l'enclume. J'aime ces travailleurs animant nos rivages
et le chant des mineurs, égayant nos villages après l'heure du labeur. Pays de Charleroi, c'est toi que je préfère, le plus beau coin de terre à mes yeux. Oui, c'est toi, à mes yeux, oui, c'est toi. La nuit, j'aime ces feux, près de chaque houillère. Et quand l'éclair joyeux jaillit des fours à verre, verrier à leur clarté, j'admire ton courage, tu sais, avec fierté. Égayer ton ouvrage d'un chant de liberté. Pays de Charleroi, c'est toi que je préfère, le plus beau coin de terre à mes yeux. Oui, c'est toi, à mes yeux, oui, c'est toi. J'aime avoir réuni au jour de la quinzaine les enfants du pays, buvant à chope pleine, la bière coule à flot, pétillante et mousseuse. J'aime le bruit des pots et la chanson joyeuse qui fait dire aux échos. Pays de Charleroi, c'est toi que je préfère, le plus beau coin de terre à mes yeux. Oui, c'est toi, à mes yeux. Oui, c'est toi.
Voilà, il me reste à vous remercier au nom des autorités universitaires et aussi de vous dire que vous êtes bien évidemment invités au drink qui est en train de se préparer à l'arrière de la salle. Donc très pratiquement, il faudra quitter votre place et vous déplacer dans l'arrière-salle. Voilà, on m'a même dit que je pouvais terminer en disant que maintenant il était temps de skater des pintes. Alors merci beaucoup, bonne soirée.